Aucun enfant ne vient au monde destiné à devenir délinquant. Personne ne naît mauvais, mais le devient. Pourtant, certains facteurs peuvent pousser les enfants, les mineurs vers des comportements antisociaux. Dans cette émission, nous explorons les racines profondes de la délinquance juvénile en compagnie d'un psychopédagogue, notre invité du jour, Pia Balo Tagba. Chers auditeurs et auditrices de Eno, soyez les bienvenus sur Radio Djina. Mecha Kinyaro à la présentation. Monsieur Tagba, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur Radio Djina. Merci. Alors, quand on parle de délinquance juvénile, à quoi fait-on référence? Merci. Je dirais que si nous nous référons au dictionnaire, la délinquance juvénile, c'est l'ensemble des infractions commises en un temps et en un lieu donné par des mineurs. En d'autres termes, nous dirons que la délinquance juvénile est un ensemble de déviances comportementales à caractère infractionnel ou délictuel chez des individus âgés de moins de 18 ans. Voilà. On peut citer entre autres les abandons scolaires, ça commence parfois par l'école buissonnière, puis l'abandon scolaire, les larcins, c'est-à-dire les petits vols, les vols à la roulotte, la consommation de drogues et de substances psychotropes, les cambriolages, les vols à main armée, notamment d'armes blanches, les vols aggravés, les bagarres, les violences physiques, les violences sexuelles, les bizutages avancés, les violences aggravées, voire même des homicides. C'est tout cet ensemble-là, quand c'est commis par des individus de moins de 18 ans, on classe ça dans la délinquance juvénile. Très bien. Alors, vous avez donné une définition que je qualifierais de juridique. Est-ce qu'on peut avoir une définition un peu plus basique de la délinquance juvénile? Oui, de façon basique, nous dirons que la délinquance juvénile, ce sont les mauvais comportements, les comportements répréhensibles commis par des enfants. Quand un adulte commet un vol, par exemple, on sait à quoi il est destiné. Mais lorsque c'est un enfant de 14 ans qui commet le même vol, avant de lui appliquer la sanction qu'on devrait appliquer à l'adulte, on est obligé de se poser d'abord la question, qu'est-ce qui l'a poussé à agir? Parce que l'enfant est censé dépendre de quelqu'un, de la société, de la famille, etc. Alors il faut se demander si ce n'est pas un manque qui l'a amené à agir. Alors que chez l'adulte, on estime que l'adulte est censé se prendre en charge. Surtout que l'enfant n'a pas encore la maturité pour prendre des décisions éclairées. Exactement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous allez remarquer que ce phénomène de la délinquance juvénile concerne essentiellement 3 spécialistes. Vous avez le juriste, vous avez le psychologue et vous avez le sociologue qui sont concernés par ce phénomène. Le juriste parce que c'est lui qui doit qualifier, quantifier les infractions. Le psychologue parce que c'est lui qui doit se poser des questions sur l'état psychologique, la bonne santé mentale de l'enfant. Parce que la plupart de ces enfants qui commettent ces actes ont d'abord des troubles psychologiques qu'il faut détecter, il faut savoir de quoi l'enfant souffre pour aboutir à ça. Et puis le sociologue parce que le comportement de ces enfants a un effet immédiat, à moyen et à long terme sur la société. Parce qu'il est prouvé que 80% des délinquants juvéniles qui ne sont pas vite repris deviennent de vrais criminels à l'âge adulte. Voilà. Donc, ce sont les 3 spécialistes qui s'occupent de la question. D'accord. Lorsqu'on prend les délinquants mineurs, jeunes, est-ce qu'il existe un profil type de ces personnes-là qui s'adonnent à la délinquance? Il est complexe. C'est très complexe de définir un profil type de mineur délinquant. D'autant plus que les causes sont très variées. Pendant longtemps, les gens ont défini la délinquance comme un phénomène héréditaire lié à un facteur, une défaillance intellectuelle. Mais aujourd'hui, avec l'avancée de la science, on se rend compte que c'est faux. On a de brillants intellectuels qui font des enfants délinquants. On a de parfaits inconnus ordinaires qui ont des enfants qui ont très bon comportement. On s'est rendu compte aussi que ce n'est pas forcément le facteur social du genre financier. Parce qu'on a des enfants de ministres, de grands directeurs généraux qui sont des délinquants. Et on a des enfants de pauvres qui sont des individus vraiment respectables. Est-ce à dire que n'importe quel enfant peut sombrer dans la délinquance? Oui, n'importe quel enfant peut sombrer dans la délinquance. Cependant, puisque la raison c'est quoi? C'est que les enfants ont généralement une double personnalité. Quand vous prenez l'enfant, vous allez voir qu'il a un comportement en famille
et un autre comportement qui peut être totalement opposé dans la société. Mais une chose est certaine, c'est que un certain nombre de facteurs peuvent déterminer l'entrée de l'enfant dans la délinquance. Il y a, quand on prend les enfants délinquants en conflit avec la société, on se rend compte qu'il y a une prépondérance d'un certain nombre de facteurs qui peuvent agir sur l'enfant et qui se retrouvent dans la rue. Bien avant de parler de ces différents facteurs-là qui poussent certains enfants vers la délinquance, est-ce que vous pouvez nous dire, le constat est qu'on on observe de plus en plus de jeunes qui se livrent à la délinquance. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui l'explique? Oui, les raisons sont multiples, mais il faut dire que les nouvelles évolutions de nos sociétés ont tendance à favoriser un manque d'attention ou une baisse de la surveillance, aussi bien parentale que sociétale, sur la vie et le comportement des enfants. De quelle manière? De la manière, par exemple, aujourd'hui, vous voyez, nous sommes dans une génération où beaucoup de familles se retrouvent dans une situation où le père et la mère sont fonctionnaires, par exemple. Oui. Ce qui fait que du matin au soir, les deux sont absents de la maison. Et donc, les enfants sont abandonnés à eux. Dans les générations précédentes, si le père est fonctionnaire, la mère est femme au foyer. Elle est là quand les enfants reviennent à midi, elle les reçoit, elle est là quand ils reviennent à 17h. Mais aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés où il y a des parents, quand ils voient l'enfant à 5h du matin, ils ne le voient l'enfant que peut-être à 20h, voire au-delà. Parfois, ils ne le voient même pas parce qu'ils arrivent, l'enfant s'est déjà endormi. Ce contact, cette discussion qui est censée être familiale, est rompue dans certaines familles. Ce qui fait que, psychologiquement, l'enfant peut se sentir abandonné. Il a l'impression qu'il n'est pas important. Et généralement, un enfant qui a l'impression de ne pas être important, de ne pas être considéré, a tendance à poser des actes pour attirer l'attention. Ça peut être au début de bons actes. Il pose de bons actes dans la maison, il vient lui-même, il fait le ménage, ou bien il fait quelque chose en attendant de recevoir des félicitations. Mais lorsque ça ne vient pas, il va commencer par en poser des mauvais. Ça, c'est aussi une raison psychologique qui amène les enfants à poser des actes pour attirer l'attention des parents. Est-ce qu'une autre raison aussi ne serait pas que les jeunes, les mineurs considèrent la délinquance, les actes de délinquance comme un effet de mode? Oui et non. Oui, parce que, effectivement, beaucoup de jeunes entrent dans la délinquance, deviennent délinquants, ont des comportements pour affirmer leur personnalité. Pour faire comme leurs amis. Il a vu son ami qui s'est défrisé les cheveux, qui a teint les cheveux, qui fait ceci, qui porte le pantalon d'une certaine manière. Il veut s'affirmer parce que c'est à la mode. Mais pas totalement, parce que quand on observe attentivement, beaucoup de jeunes finissent par atterrir dans la délinquance par nécessité. Par nécessité? Oui, par nécessité. Vous entendez quoi par là? J'entends par nécessité, par exemple, la situation d'un enfant négligé. Il y a des parents qui négligent les enfants. Et lorsque l'enfant est négligé, lorsque le matin l'enfant sort pour partir à l'école, il n'a pas le petit déjeuner, alors que ses amis en ont. Il voit ses amis dépenser, manger, et lui, il n'en a pas. Cet enfant-là, un beau matin, vous allez le retrouver au carrefour, à un feu rouge, en train de faire semblant de nettoyer la vitre des gens, contre 100 francs, contre 200 francs. Et c'est le début de la délinquance. Parce que ce sont les heures d'école qu'il dépense dans la rue, et il va finir par quitter l'école. Un beau jour, il va finir par mettre la main dans la voiture de quelqu'un pour piquer quelque chose. C'est comme ça que la délinquance commence. Donc la négligence, la faim peuvent être à la base des comportements délinquants. Donc ce n'est pas toujours un effet de mode. D'accord. Alors venons-en aux facteurs qui exposent certains jeunes, certains enfants à la délinquance. Vous avez tantôt parlé des troubles psychologiques. Oui. De quelle manière les troubles psychologiques pourraient pousser certains jeunes à se livrer à la délinquance? Voilà, je disais, vous voyez, quand on parle de la délinquance a essentiellement elle a une multitude de facteurs de causes. Mais ces facteurs de causes-là, on les regroupe en général en 3 catégories. Et la première catégorie, ce sont les facteurs psychologiques. Parce que les jeunes adolescents sont dans une situation de fragilité. L'adolescence, c'est une période où l'enfant est dans un questionnement. Il est dans une mutation aussi bien physiologique que psychologique,
il n'est pas sûr de lui. Il est dans un perpétuel questionnement sur sa personnalité et son devenir. Les jeunes se posent des questions que l'on aurait du mal à s'imaginer. Je donne un exemple banal, mais il y a des jeunes qui sont traumatisés rien qu'à l'idée du fait qu'un autre garçon de leur âge a déjà des poils pubiens et eux, ils n'en ont pas. Oui. Ça, c'est déjà un problème pour eux. Ils sont traumatisés sur la taille de leur sexe, par exemple. Surtout les garçons. Ce qui fait que vous allez voir qu'à un certain âge, certains garçons vont avoir tendance à se cacher. Et même pour faire pipi, ils se cachent parce que par hasard, il a vu l'autre en train de faire pipi et il s'est rendu compte que lui, il a un sexe moins développé. Ça devient déjà un complexe. Pareil chez les filles qui comparent les formes. Les formes. Donc, c'est essentiellement cette instabilité psychologique qui peut amener les jeunes vers une sorte de défi pour atteindre certains objectifs qu'ils estiment que d'autres ont atteints. Alors qu'en réalité, ce ne sont pas forcément des objectifs. Parfois, c'est des phénomènes tout à fait biologiques, tout à fait normaux. Mais pour les adolescents en perpétuel questionnement, ça devient une sorte de défi. Voilà. Parce que c'est un individu en pleine mutation hormonale. Physiologiquement et psychologiquement, il est instable, il est en train de changer, il voit son corps changer, il se pose des questions. Est-ce que quand j'aurai 20 ans, est-ce que j'aurai la taille de tel grand frère? Est-ce que j'aurai la forme de... Est-ce que j'aurai la barbe? Etc. Tout ça. Et en cette période-là, si l'adolescent ne bénéficie pas d'un accompagnement attentionné, il peut rapidement sombrer. Donc voilà pourquoi le trouble psychologique, ce ne sont pas des troubles psychologiques graves et qui nécessitent forcément une prise en charge médicale. C'est vrai que dans certains cas, c'est vraiment extrême et il faut faire recours à un spécialiste. Mais la plupart des troubles psychologiques chez les adolescents sont des troubles qui peuvent être gérés par les parents, par la société, par l'entourage, par les éducateurs, etc. Voilà. Si on se penche un peu sur les exemples que vous avez donnés, de quelle manière les questionnements de l'adolescent sur son devenir, sur son existence, peuvent le pousser à commettre des actes de délinquance? D'accord, je vous donne un exemple. Oui, allez-y. Et un jeune adolescent qui se retrouve dans un cercle d'amis, ils sont peut-être 5 ou 6. Si 4 sur ce groupe de 5 ou 6 témoignent avoir déjà eu un acte sexuel avec une fille, celui-là qui ne l'a pas encore fait aura envie de le faire. C'est automatique. Parce que il considère ça comme un retard sur les autres. Il se dit, mais je suis en retard. Je dépasse un tel de 2 mois. Lui, on a le même âge. Mais eux, ils ont déjà connu une femme. Et ils en sont fiers. Ils en parlent. Il faut que moi aussi, je l'expérimente. Et à défaut d'avoir une petite amie, il n'est pas loin de tomber dans le viol. Vous voyez. À défaut de trouver les moyens, parce que, en général, les adolescents lient les relations, les débuts de relations amoureuses, ils les lient aux moyens financiers. Alors, s'il se voit défavorisé sur le plan financier, il se dit, ah, c'est parce que lui, et son père est directeur de société, il a de l'argent, il a un joli vélo ou bien une moto, c'est ça qui fait qu'il arrive à courtiser des filles. Ce garçon risque de se retrouver en train de commettre des larcins parce qu'il veut se faire un peu d'argent et pouvoir courtiser une fille qui lui plaît. Donc, ce genre de trouble-là, lorsque ce n'est pas accompagné, lorsqu'on ne rassure pas l'enfant qu'il n'a pas à se plaindre, il a tendance à se projeter sur ce qui se fait ailleurs. Est-ce que des troubles mentaux comme la dépression, l'anxiété peuvent pousser également un jeune à commettre un acte en conflit avec la loi? Oui, mais en réalité, on ne classe pas ça dans la délinquance. Lorsque c'est avéré que c'est un jeune qui souffre de troubles mentaux, de stress, d'anxiété, on ne classe pas ça dans la délinquance juvénile, mais on classe ça dans une catégorie de pathologie liée aux troubles comportementaux, aux troubles obsessionnels chez les enfants. Ça, on ne peut pas classer dans la délinquance. Parce que la délinquance, ce sont les actes qui sont répréhensibles. Alors, chez l'enfant comme chez l'adulte, lorsque l'acte est commandé par un état de santé mentale, on ne peut pas le sanctionner.
on peut plutôt prendre en charge. Même l'adulte, un adulte qui aujourd'hui est reconnu comme ayant des troubles mentaux, qui commet un acte de violence sur quelqu'un, on ne peut pas l'envoyer en prison. On peut plutôt l'envoyer dans un centre de prise en charge, en psychanalyse ou quelque chose comme ça, mais on ne va pas l'envoyer en prison. Donc, chez les enfants, c'est la même chose. Lorsque c'est avéré que c'est une maladie mentale, on ne peut pas classer ça dans la catégorie de la délinquance, mais on classe ça dans la catégorie des troubles comportementaux, des troubles psychologiques. Et là, on recommande souvent une prise en charge. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut connaître, vous pouvez nous expliquer un peu l'origine, ce qui peut-être peut provoquer un trouble mental, une dépression chez un adolescent? Oui, en général, il y a des raisons, et à ce niveau-là, il y a des raisons qui peuvent être héréditaires. Certaines familles, pour un certain nombre d'événements, etc., gardent des traumatismes qui se transmettent. Certains enfants naissent avec une fragilité psychologique qui les prédestine à avoir un certain trouble. Mais il y a aussi les traumatismes subis dans la première enfance. Il y a la maltraitance? La maltraitance, par exemple, ou bien les phobies. Quand des enfants ont des phobies et on ne les rassure pas dessus, on ne les rééduque pas. Il y a par exemple des enfants qui ont la phobie du noir. Ils n'aiment pas l'obscurité. Alors, cet enfant-là, s'il grandit dans un environnement où, au lieu de le rassurer, on lui fait plutôt peur. À chaque fois qu'il est dans un endroit où il fait un peu noir, on lui fait peur parce qu'on sait qu'il n'aime pas ça. Il va finir par développer une certaine instabilité psychologique qui va faire que, en grandissant, il va avoir tendance à être sur le qui-vive, sur la défensive, à chaque fois qu'il est dans un endroit sombre. Il suffit qu'il soit dans la cuisine avec un couteau de cuisine et que quelqu'un entre, il peut poignarder la personne sans même avoir l'intention parce qu'il a un réflexe de défense puisqu'il a peur. Lui-même, il a déjà peur en lui et psychologiquement, il est instable et donc il peut réagir de façon spontanée de cette manière-là. Donc, la maltraitance, comme on l'a dit, peut laisser des séquelles sur un enfant. C'est pourquoi moi, je dis toujours, moi, je ne suis pas partisan de l'élimination totale et absolue de ce que les gens appellent la violence physique. Vous voulez parler du bâton? Voilà. Je ne suis pas partisan de l'élimination totale, mais je dis que le bâton doit être là comme une mesure dissuasive. Parce que tant que votre enfant a peur d'être frappé, vous allez réussir votre éducation. Vous n'avez pas besoin de le frapper. Mais à partir de l'instant où vous passez au bâton et qu'après le bâton, l'enfant n'est pas corrigé, ça passe à une étape qui est plus grave. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire usage du bâton pour corriger l'enfant, mais il faut s'en servir à titre dissuasif. Le seul fait que l'enfant se dise, si je fais ça, on va me frapper, et qu'il ne le fait pas, c'est suffisant. Mais s'il sait qu'on ne peut pas le frapper, c'est aussi un problème. C'est aujourd'hui, malheureusement, ce à quoi nous assistons, parce qu'on a trop vite passé ce message qu'on ne peut plus frapper. Peut-être qu'il faudrait trouver d'autres mesures dissuasives aussi. C'est ce questionnement qui se fait aujourd'hui. Nous sommes dans une phase transitoire où il faut peut-être trouver d'autres mesures, mais il faut que ces mesures soient à la hauteur de la crainte ou de la conscience des enfants. C'est parce que quand c'est une mesure qui ne semble pas fonctionner, vous savez, quand vous prenez aujourd'hui par exemple les élèves, lorsqu'on vient dire aux élèves que les élèves du primaire ou du collège, que l'enseignant est absent, ils sont contents, hein? Ils sont contents parce qu'ils assimilent ça à la liberté. Ça a toujours été comme ça. Voilà. Mais il faut atteindre un certain niveau pour comprendre qu'en réalité, ce n'est pas avantageux. Du coup, quand par exemple on propose une solution comme l'exclusion, beaucoup d'élèves prennent ça pour une liberté parce qu'ils n'iront plus à l'école. Est-ce qu'à leur âge, ils comprennent ce qu'ils perdent? Ils ne comprennent pas forcément l'enjeu. Donc, il faut que les solutions alternatives qu'on réfléchit soient adaptées à la capacité d'assimilation et de compréhension de l'adolescent. Et qu'il en comprenne les enjeux, les risques, pour qu'il les intègre. Oui. Et surtout, il ne faudrait pas que ça conduise à des séquelles ou des traumatismes Exactement. qui plus tard aussi vont le pousser vont créer d'autres problèmes à commettre des actes de délinquance. Exactement. Vu que nous sommes en train de parler de l'enfant dans le cercle familial, pouvez-vous nous dire de quelle manière la famille influence le comportement des enfants? C'est ça. Je dirais que, comme nous le disions tantôt, le second groupe de facteurs,
qui sont à la base de la délinquance, ce sont les facteurs familiaux. Oui. Alors, lorsque, dans son entourage familial, l'enfant ne trouve pas la quiétude et l'assurance nécessaire à sa bonne croissance, il a tendance à se tourner vers l'extérieur. Cet aspect est un aspect vraiment primordial. J'insiste vraiment là-dessus. Le cadre familial est un cadre très déterminant dans la fabrication des délinquants. Il faut vraiment qu'on en parle. Alors, il se tourne vers l'extérieur. Ainsi, les disputes entre les parents, par exemple, les propos dévalorisants, il faut vraiment demander aux parents d'éviter de tenir les propos dévalorisants vis-à-vis des enfants. Ce n'est pas bon. Que ce soit à l'endroit de l'enfant ou à l'endroit de son parent ou de son frère, ce n'est pas bon. Parce que ça laisse des séquelles sur la psychologie de l'enfant. Vous voyez, dans nos familles, on a tendance à banaliser les félicitations. Oui. Moi, j'aime toujours le dire. Chez mon papa, il n'y avait jamais de félicitations. Tu es premier de la classe, tu viens, il te demande, tu dis je suis premier, il dit ok, d'accord, vas-y. C'est le jour où tu fais Le jour où tu deviens deuxième, il t'appelle, il dit, tu es quelqu'un qui dit, je suis premier, que le premier là, il a mangé quoi et toi tu es deuxième. Ce jour, il te fesse. Oui. Et pourtant, en étant deuxième ou troisième, tu fais partie quand même des meilleurs élèves de la classe. Mais il te fesse parce que tu as régressé. Mais il ne t'avait pas félicité quand tu étais premier. Vous voyez, c'est aussi le cadre éducationnel que nos parents ont hérité. Oui. La félicitation ne fait pas partie de l'éducation que nous avons reçue. Mais nous sommes dans une phase sociale où il faut qu'on développe la félicitation. Il faut que la sanction soit toujours accompagnée de la récompense. Moi, je me souviens, mon garçon, il était premier, je lui ai acheté un vélo. Le trimestre suivant, il est devenu troisième, j'ai retiré le vélo, j'ai coupé la chaîne, j'ai déposé. À la fin de l'année, il était premier, il a repris son vélo. Il faut équilibrer ces deux pour que l'enfant prenne conscience que si je fais bien, je gagne. Si je fais mal, je perds. Mais lorsqu'il ne comprend pas cette ambivalence, il a tendance à se dire, bon, de toutes les façons, on s'en fout. Vous voyez? Donc, les propos dévalorisants. Tu vois des enfants qui disent, toi, tu es nul. Oui. Toi, tu ne vaux rien. Tu ressembles à ta maman. C'est des propos très graves. Ils sont banalisés. Voilà. Et pourquoi? J'en viens d'ailleurs pour expliquer un phénomène. Vous savez, et quand nous avons fait la philosophie, on nous a parlé du complexe d'Oedipe. Mais je crois qu'on nous l'a mal expliqué. Nos professeurs de philosophie nous ont expliqué le complexe d'Oedipe comme étant une sorte de préférence à caractère sexuel coupable des filles pour leur père et des garçons pour leur père. Ce n'est pas exactement ça le phénomène. Le phénomène, c'est que quand vous prenez un garçon, le garçon a envie de ressembler à son père. Et pour vraiment pouvoir s'inspirer d'une personne et ressembler à cette personne, il faut opérer un détachement. Il faut pouvoir l'observer. C'est ce qui fait que le garçon a tendance à se détacher de son père pour mieux l'observer. Mais au même moment, il a envie d'avoir une femme comme sa mère. Donc, il se rapproche de sa mère. Il bénéficie de son attention, de sa protection, etc. Tout ça. Mais à l'inverse, la fille voudrait ressembler à sa mère et avoir un mari comme son père. Alors, vous voyez, dans ce phénomène, si un garçon arrive à être convaincu que son père n'est pas l'idéal, c'est fini. Quelque chose est rompu. Que ce soit la mère qui le lui dise, ou une compagnie dehors qui le lui dise, ou bien le père lui-même qui le dise à travers son comportement. Lorsqu'un enfant voit un jour son père qui sort, qui boit, qui s'enivre, qui revient, ou qu'on transporte, qu'on ramène à la maison, il a vomi partout, etc., tout ça, et qu'il subit un choc, il se dit, moi je ne veux pas être comme ça. À partir de ce moment-là, tout le reste qui viendra du père sera pris comme des facteurs qui conduisent à l'ivrognerie, par exemple. Ou un enfant qui voit son père qu'on vient arrêter devant lui, on le menotte parce qu'il est allé voler, ou il a fait ceci. C'est un trouble, un traumatisme que l'enfant garde. Et à partir de ce moment, le cercle familial n'est plus pour lui le cadre idéal pour l'accomplissement de sa personnalité. Il ira chercher ailleurs. C'est pour ça que je dis que le cercle familial est vraiment un cadre important, un enjeu fondamental pour l'accomplissement d'un enfant. Aujourd'hui, on a des jeunes femmes, par exemple, qui n'arrivent pas je donne un exemple banal, qui n'arrivent pas à se marier parce qu'elles ont gardé le traumatisme de la mauvaise expérience conjugale de leur maman. Oui. Et pour ça,
elles ont développé un complexe qu'elles n'arrivent pas à dépasser. Elle n'arrive pas à chaque fois qu'elle est dans une relation et qu'il y a un petit trouble qui pourrait être géré juste par une discussion, elle se dit voilà, ça, c'est un homme qui m'abandonnera. C'est ce que mon père avait fait. C'est ce que mon père avait fait à ma mère. Donc, tous les hommes, ils sont pareils. C'est ce que lui aussi a l'intention de me faire. Ce qui fait que finalement, l'enfant n'accepte plus l'autorité du parent et peut aller faire tout et n'importe quoi. Du n'importe quoi ailleurs. Parce que le parent n'est plus une autorité positive. Donc, il va maintenant se retrouver ailleurs où il pense avoir un cadre meilleur que celui qu'il abandonne à la maison. Vous voyez? Donc, je dis l'absence de reconnaissance de ses efforts, l'indifférence face à ses succès et réussites peuvent être de véritables freins à son épanouissement. Les enfants, même nous autres adultes, on a besoin de temps en temps d'être félicités. Quand tu travailles dans un endroit où tu mets tout ton effort, tu fais tout pour que l'entreprise réussisse, etc. Et jamais on t'appelle pour te dire merci. Il y a des moments où tu te dis, bon, de toutes les façons, est-ce que je suis obligé de prendre mon engin, ma voiture, ma moto, pour aller à 7 km, pour aller chercher ça là pour venir. De toutes les façons, on ne se rendra même pas compte. Ça démotive. Et chez l'enfant, c'est plus poussé. Il est fier quand on le félicite. Même quand un enfant commet une erreur et que tu veux le réprimander, il est important que tu lui rappelles d'abord qu'il est une bonne personne. Il faut que tu lui dises, mais écoute, mon garçon, tu es mon fils, je suis content de toi, tu as des qualités. Par exemple, tu as fait ceci, tu as tel rendement à l'école, ceci, tu as fait à la maison, tu fais ceci. Je suis fier de toi parce que tu es un bon garçon. Cependant, ça là que tu as fait ne va pas dans le sens de te bâtir une bonne personnalité demain. Lorsque le reproche est fait de cette manière, l'enfant l'intègre. Il l'intègre positivement. Ça le touche au point où il se dit « Ah, il faut que je corrige ça pour avoir une image parfaite aux yeux de mon père. » Mais lorsque tu ne lui rappelles jamais les bonnes choses qu'il fait, tu ne parles que lorsqu'il a fait de mauvaises choses. Il sera même conditionné à faire ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais. Parce que finalement, il se dit « À quoi ça sert de faire du bien si c'est seulement quand je fais du mal que j'attire l'attention de mon père ?» Vous voyez, donc ça aussi, c'est un état psychologique chez l'enfant. C'est important que nous les encouragions, qu'on les félicite, etc. Pour leur éviter de sombrer. De sombrer. Oui, généralement, lorsqu'on parle de délinquance, on l'associe au manque ou à l'insuffisance de ressources financières dans le cocon familial. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être une cause, mais cette cause est une cause sous-jacente. Cette cause n'est pas déterminante. Elle devient déterminante lorsque le parent n'est pas à mesure d'établir une bonne conversation, une bonne collaboration, sinon même une négociation avec son enfant. Je vous donne un exemple. Oui, allez-y. À la rentrée, un parent ne se sent pas à mesure de renouveler les tenues de ses enfants. Dans son entourage, tous les enfants qui passent de la 6e en 5e ont reçu une nouvelle tenue ou même peut-être 2 nouvelles tenues. Mais il est obligé de laisser son enfant faire la 5e avec la tenue qu'il a portée en 6e. Ça doit faire l'objet d'une discussion. Ça doit faire l'objet d'une discussion avec l'enfant. Tu lui dis, écoute, tu as bien travaillé, je suis content de toi. En principe, tu as droit à des cadeaux, etc. Tout ça. Cependant, nous traversons des moments difficiles. Toi-même, tu connais ma condition. Alors, cette année, le peu d'argent que j'avais le choix entre t'acheter les cahiers et tes livres pour que tu fasses bien la 5e ou te faire une tenue. Mais si je te fais une tenue, tu n'auras pas de livres, tu n'auras pas de cahiers parce que c'est difficile. Donc, du coup, moi, j'ai choisi de fournir d'abord ce qui est primordial pour que tu commences l'année. Je voudrais que tu me comprennes et que tu me donnes le temps. Si j'arrive à obtenir des moyens à temps, je te promets que je te ferai ta tenue. C'est ça la négociation avec l'enfant. Et quand le parent peut se taire. L'enfant va se taire. Il va porter la tenue. Mais il garde ça en tête. Moi, jusqu'à présent, je garde ça, je raconte ça avec des camarades. Je dis, mais moi, quand on m'a fait le kaki en 6e, c'est fini. Jusqu'à mon bac, on ne m'a plus fait de kaki. Mais je sais que mes parents n'avaient pas les moyens. Mais puisque ça a été pris comme une sanction, puisque moi, j'étais un garçon très voyou, je vous assure, moi, j'étais vraiment un enfant en conflit avec la société. Moi, j'ai fait la rue, j'ai dormi dans la rue. Sauf que, bizarrement, j'avais une fixation sur l'école.
Je sortais de la rue, je venais à l'école. Donc, vous voyez, mais le fait qu'on a pris ça comme une sanction, c'est resté dans mon esprit. Et jusqu'à présent, je le dis, je dis, depuis le kaki qu'on m'a fait en 6e jusqu'à mon bac, on m'a plus fait de kaki. Ce sont des gens qui m'ont offert des tenues, etc. Ça reste dans l'esprit de l'enfant. Dans certaines situations, ça peut le pousser à voler. Mais bien sûr, ça peut le pousser à voler. Ça peut le pousser à faire comme... S'il veut s'offrir lui-même une tenue, il va se retrouver à voler. S'il sait par exemple que papa a une économie dans la chambre, il peut aller prendre. Ou c'est dans la maison de quelqu'un d'autre qui va aller prendre. Ou il va se retrouver avec un groupe d'amis qui lui dit, mais écoute, quand nous allons rester au Carrefour là-bas, par jour on gagne 2000 ou 3000, il va se retrouver à laisser l'école parce qu'il se dit, en 2-3 jours, je vais gagner l'argent pour m'offrir une nouvelle tenue. Et en prenant goût, il va se retrouver dans la rue. Donc c'est important lorsqu'on n'a pas les conditions financières favorables d'avoir une bonne communication avec nos enfants. Les enfants sont toujours fiers de leurs parents. Sauf quand le parent lui-même affiche un comportement désobligeant, les enfants sont fiers de leurs parents. Il y a des enfants qui sont fiers de la pauvreté de leurs parents parce que le parent leur explique. Eux-mêmes, ils voient les efforts déjà. Et quand tu prends soin de lui expliquer, il est fier. Même quand il arrive à l'école, son camarade se moque de lui, il dit, écoute, ton kaki, il est français, il dit, oui, c'est ce que j'ai. C'est ce kaki que je porte, et puis je suis meilleur que toi à l'école ici. Il en est fier. Donc la communication familiale est très déterminante pour annuler ce complexe, ce problème financier et économique. Voilà. Très bien. Alors, dites-nous, que pensez-vous des parents qui demandent à leur enfant qui ne travaille pas encore de se débrouiller entre griffes pour subvenir à leurs propres besoins? Et je vais peut-être vous choquer, mais je trouve ça positif. Tout dépend de la manière dont c'est fait. Sinon, le fait de motiver l'enfant ou de l'amener à apprendre à se prendre en charge, c'est positif. Je ne saurais prendre peut-être mieux un exemple que de donner peut-être l'exemple de comment moi je fonctionne. Moi, je fais travailler mes enfants. Ils travaillent pour moi, je les paye. C'est un principe que j'ai fixé. Chez moi, déjà, quand un enfant a 8 ans, 9 ans, il travaille. En vacances, il travaille. Je lui trouve un job. Je peux acheter 2 sacs de maïs et puis je lui dis, tu tries le maïs. Et quand tu tries un bol, tu as peut-être 50 francs ou 100 francs. L'objectif, c'est que l'enfant développe dans son esprit qu'il faut travailler pour gagner. Il faut que l'enfant évite de penser que la manne tombe du ciel. Il faut travailler pour gagner. Et il grandit avec ça. Moi, mon garçon, mon fils aîné, il a 20 ans, il est en année de licence génie civil. Il travaille pour moi, je le paye. Puisque j'ai une entreprise en bâtiment, il gère les chantiers et puis je le paye. Lui et moi, on a discuté, il a un salaire par jour de travail et puis je le paye comme je paye tous les autres ouvriers. Alors, quand l'enfant dépense cet argent, il est plus fier de cet argent que l'argent que tu lui donnes comme ça. Parce qu'il sait qu'il l'a gagné. Même si c'est chez son père, il l'a gagné. Quand moi je n'ai pas de chantier, je peux envoyer mon fils sur un chantier. Et puis moi-même je donne l'argent à la personne, je dis, il vient travailler, tu lui payes. Maintenant, là où ça devient négatif, c'est lorsque ça devient une sorte d'abandon. Une façon de se débarrasser de l'enfant. Là c'est négatif. Parce que on le laisse dans une situation où on ne lui propose aucune solution. Aujourd'hui, moi je vous dis, mon garçon qui a 12 ans par exemple, si tout de suite je ne suis plus, on ne le souhaite pas. Il doit être à mesure d'aller vers quelqu'un pour dire, je suis venu voir si vous avez quelque chose que je peux faire pour que vous me payiez. Parce qu'il sait que son père lui donnait du travail et il le paie. Vous voyez. Mais lorsque tu dis à l'enfant, va chercher du travail, va chercher de l'argent, je te donne le petit déjeuner, tu es assez grand. Sans lui avoir appris comment il faut gagner dignement cet argent, on peut l'envoyer vers le crime. On peut l'envoyer dans le mal. Parce qu'on ne l'a pas éduqué à ça. Et là, ça devient un abandon. Vous voyez, donc, en fait, c'est la manière dont c'est fait qui n'est pas bonne. Sinon, en réalité, et puis il y a aussi l'adéquation entre le travail qu'on donne à l'enfant et son âge. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Moi, je ne peux pas envoyer un enfant de 12 ans, 14 ans sur un chantier pour aller ramasser des briques de 15. C'est trop pour son âge.
Donc, il faut créer une adéquation. Il faut savoir que cet enfant, à son âge, voici ce qu'il peut faire. Cette fille, à son âge, voici ce qu'elle peut faire. Et l'enfant grandit. En grandissant, on élargit l'horizon de ses capacités et du travail qu'il peut faire. Donc, c'est vraiment important, quand on veut faire travailler les enfants, d'adapter ça à leur âge. Et que ce ne soit pas une contrainte. Que ce ne soit pas une contrainte comme nos parents dans le temps qui étaient derrière avec la chicotte pour nous envoyer au champ. Que ce soit un travail que l'enfant fait librement. Ton garçon se réveille le matin, par exemple, il va librement, il lave ta voiture, tu sors. Tu dis, mais tiens, c'est bien, tu sais, la voiture, si je l'avais emmenée au lavage, je paierais 2000. Bon, toi, tu as lavé, prends 500. 1000 francs. Non, 1000 francs, c'est trop. Vous voyez, donc, la récompense joue un facteur déterminant chez l'enfant. Si vous voulez que demain, il se réveille encore pour laver, il faut qu'aujourd'hui, il sente que vous avez remarqué. Même si vous ne lui donnez pas l'argent, vous lui dire, mon garçon, merci beaucoup, hein, vraiment, tu as lavé ma voiture, c'est très propre, tu es gentil. C'est suffisant pour l'enfant pour que demain, il se réveille encore et laver. Mais lorsque vous sortez, la voiture est lavée, vous ne dites rien, vous démarrez, vous partez. Parfois même, vous prenez soin de remarquer que dans tel endroit, c'est mal lavé. Et qui a lavé la voiture là? C'est comme ça qu'on lave la voiture. Demain, il ne va plus toucher. Il ne va plus le faire. Il ne va plus le faire. Voilà. Très bien. Actuellement, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à l'ère du numérique. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle manière les réseaux sociaux contribuent ou influencent à la conduite déviante chez les jeunes? Ah, vraiment, ça c'est... Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup trop à dire. Oui, vous allez résumer. Et dans notre ère actuelle, c'est le plus gros problème que nous avons. C'est-à-dire les médias et les réseaux sociaux jouent un rôle prépondérant dans la construction du profil psychologique des jeunes. Et là encore, ça me ramène au rôle des parents. Les parents doivent avoir le rôle à jouer. Mais au-delà des parents, il faut aussi interpeller ici l'autorité de régulation des médias. Parce que ce n'est pas normal. Il y a un certain nombre de phénomènes qui aujourd'hui choquent. En tout cas pour nous, pour moi qui suis spécialiste de l'accompagnement des enfants, ça choque. Lorsqu'un samedi, à 10h, vous êtes assis dans le salon avec votre enfant, et puis sur une chaîne, on passe un film à caractère pornographique. Samedi 10h, ce n'est pas une heure pour passer un film à caractère pornographique. Ou alors, c'est des dessins animés dans lesquels c'est un excès de violence. Oui. Aujourd'hui, regardez, c'est ce que les jeunes aiment. Les mangas, Naruto, c'est du début jusqu'à la fin, ce n'est que de la violence. Ce n'est pas favorable à bâtir un esprit pacifique, un esprit tolérant, bienveillant chez les jeunes lorsqu'on les met toujours en face de la violence. Donc les médias jouent un grand rôle. Aujourd'hui, avec le phénomène WhatsApp, le phénomène TikTok, etc., les jeunes ont accès à des choses auxquelles ils n'étaient pas censés avoir accès. La capacité de filtrer les images en fonction de l'âge est aujourd'hui inexistante. C'est inexistante. Il y a des sites où tu vois, quand tu crées le truc, on te demande est-ce que tu as 18 ans? Tu dis oui, mais un garçon de 10 ans, il peut dire oui. Vous voyez, on n'est pas aujourd'hui à mesure de filtrer. Ce qui redonne un supplément de travail aux parents. Sachez doter vos enfants. Lorsque vous mettez un portable Android entre les mains d'un enfant de 13-14 ans, c'est clair qu'il voudra y avoir tout ce que les autres qui ont 18 ans, 20 ans ont. Il aura un compte Facebook, un compte Instagram, Twitter, TikTok, etc., etc. Et c'est des sites sur lesquels il circule plein de choses. Même dans les maisons, lorsque vous avez... Aujourd'hui, nous faisons la connexion, on a la télévision illimitée. Il faut pouvoir mettre le code parental sur un certain nombre de sites pour que les enfants n'y aient pas accès. Parce que lorsque vous laissez tout ouvert et que vous n'êtes pas là, ou vous êtes en train de dormir, l'enfant il prend la commande, il allume la télé, il tombe sur une chaîne où on ne fait que passer des films X ou des films dans lesquels c'est des réseaux de voleurs, etc. Ça agit sur sa psychologie, sur sa personnalité. La facilité avec laquelle un jeune devient millionnaire en 2 jours parce qu'il est allé cambrioler une banque,
lui donne l'impression que c'est plus facile de s'enrichir en volant qu'en travaillant. Donc, il faut vraiment savoir encadrer l'accès des jeunes aux médias. D'accord. En dehors des médias, au regard de tous les facteurs que nous avons cités depuis le début de cette émission, est-ce que très rapidement, vous pouvez nous donner des solutions pour pouvoir éviter aux jeunes de sombrer dans la délinquance en quelques minutes? Et oui, comme solution, je peux dire qu'il faut de l'attention, aussi bien de la part de la société que des parents, de l'attention, de l'écoute. C'est important d'écouter les enfants. Il faut les écouter pour savoir ce dont ils ont besoin, ce qu'ils veulent, leur perception du monde. Lorsque vous faites peur à votre enfant, vous pouvez l'écouter. Mais lorsque l'enfant se sent en sécurité avec vous, il vous dira, écoute papa, lorsque tu fais ceci à maman, ça ne me plaît pas. Donc il faut les écouter. Il faut négocier avec eux. C'est important de négocier avec les enfants. Pour leur propre bien, il faut négocier avec eux. Parce que l'expérience a prouvé que la fermeté, la dureté n'est pas toujours fructueuse. Hein? Il faut vraiment leur accorder un accompagnement. Et au pire des cas, faire recours à un spécialiste pour une prise en charge plus adéquate. Parce que là aussi, l'expérience a prouvé que dans un climat familial, lorsque c'est vicié jusqu'à un certain niveau, les paroles des parents ne sont plus reçues. Parfois, la même chose que le père dit, sans effet, lorsque c'est une personne extérieure qui dit ça, l'enfant prend en compte. Donc, lorsque à un moment vous vous rendez compte vraiment que le climat est vicié avec les enfants, il faut faire recours à une personne extérieure, un oncle, un cousin, etc., ou carrément un spécialiste pour une prise en charge adéquate, causer avec les enfants. Les parents doivent beaucoup plus s'impliquer dans les fréquentations de leurs enfants. C'est important. Hein? Mais sans pour autant s'immiscer, on ne demande pas aux parents de devenir des détectives privés derrière les enfants pour... non. Mais savoir qu'à mon enfant, il est ami avec tel enfant, etc. Accompagner les enfants dans le choix de leurs loisirs et leur divertissement. Très important. Voilà. Il y a tellement de choses à faire pour pouvoir délivrer, enlever les enfants de la délinquance. Exactement. Et je pense qu'on va programmer une partie 2 afin d'avoir le temps d'aborder en long et en large le sujet, les solutions pour éviter et aider les enfants qui sont dans la délinquance. Monsieur Tagba Piabalo, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Chers auditeurs, vous qui nous avez suivis jusqu'à la fin, c'était tout pour aujourd'hui. Merci pour la fidélité d'écoute. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission. C'était Méchac Niaro à la présentation.